Bonjour Marjorie. Coucou. Alors, ça va bien dormi? Écoute, assez bien, je dois dire, parce que j'ai fait un rêve assez dingue. On était dans le premier épisode et on voyait 250 entreprises de Normandie. Rien que ça. Où la qualité de vie au travail était réglée, que tout allait bien. Écoute, c'est vrai qu'on a vu 3 entreprises, pas 250 lors du premier épisode. C'était déjà bien. Et je te propose de poursuivre et d'aller voir plutôt ce qui se passe du côté de la Seine-Maritime et de l'Eure. Parce qu'on était dans le Calvados et dans l'Orne, sur l'épisode 1. Et d'aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là et de changer un petit peu, parce qu'on avait vu pas mal d'industries. Tout à fait. Et là, d'aller voir un peu ce qui se passe du côté des services. Là, écoute, je t'emmène. Ben oui, on continue le road trip. Bienvenue dans le podcast Transformons le travail. Je m'appelle Assia Milan et je suis chargée de mission à l'ARACT Normandie, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Dans le cadre du plan régional Santé-Travail Normandie, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour mieux allier santé au travail et performance. Dans notre région, les PME bougent et dans ce podcast, nous allons partager expériences et initiatives sur le terrain qui valorisent les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés, et ce, sans tabou. Et pour cette balade, en compagnie de la journaliste Marjorie Murphy, on s'intéresse au management. En quoi le management peut-il être un levier pour améliorer la qualité de vie au travail? Pourquoi est-ce si important pour les dirigeantes et dirigeants de PME? Se sentir bien et investi dans son travail peut ressembler à une nécessité primordiale, mais c'est bien loin d'être un acquis. Les entreprises que nous allons rencontrer ont décidé de miser sur le management et l'implication des équipes. En route. Alors, où est-ce que je t'emmène en tout premier? Écoute, je te propose d'aller voir Partenaires d'Avenir. Donc, c'est une agence de com et de relations publiques qui est basée à Mont-Saint-Aignan, c'est juste au-dessus de Rouen. On a une entreprise qui a été créée par un couple. Et là, on va rencontrer la dirigeante. Une femme. Une femme, effectivement. Comment on fait dans une entreprise de service comme ça, de RP, pour justement que la qualité de vie au travail se mette en marche et qu'on aille vraiment dans le bon sens? Je pense que dans cette entreprise-là, ce qu'il a l'air de ressortir, mais on verra ça en interviewant et en la rencontrant, c'est vraiment une implication des équipes dès l'intégration et aussi prendre part complètement les équipes au développement de l'entreprise, à la stratégie, que chacun trouve vraiment sa place pour s'épanouir. On y va ? Bonjour. Bonjour, Claire Leproux, bienvenue chez nous. Merci, Assia Milan. Donc voilà, enchantée de vous rencontrer. C'est partagé. Je m'appelle Claire Leproux, je co-dirige l'entreprise Partenaires d'Avenir. Notre métier, c'est d'accompagner des entreprises ou des entités sur le volet marketing, communication et commercialisation, soit pour aider à vendre, soit pour aider à agir. Nous sommes 12. L'agence a été créée en 2005 sous cette entité Partenaires d'Avenir, mais en fait, on est dans ces métiers-là depuis plus de 25 ans. Vous, en tant que dirigeante, comment vous voyez votre rôle possible sur la qualité de votre travail au niveau du management ? Quand on a donc créé Partenaires d'Avenir en 2005, on s'est dit créer une agence pour aller aider des entreprises à se développer. Ça veut dire intégrer des gens qui ont envie de le faire et qui vont aborder la réflexion parce qu'ils ont la possibilité de s'impliquer quel que soit leur niveau. Ça veut dire adopter un management qui repose sur 3 piliers. La première chose, c'est la satisfaction du client. On travaille pour lui, donc c'est très important qu'il soit satisfait du résultat. Le deuxième pilier, c'est la rentabilité du dossier. Alors je vous les cite, mais il n'y a pas d'ordre en fait. C'est un équilibre entre ces 3 points-là. La rentabilité du dossier, parce que une entreprise, si elle ne peut pas pérenniser ses emplois, elle a tout faux. Et le troisième, c'est l'épanouissement du collaborateur ou du pilote du projet dans la réalisation de l'objectif qu'on s'est fixé. Et ça, si vous avez le moindre déséquilibre, ça ne marche pas. En fait, dans les métiers du conseil, vous savez, plus on a de bouteilles, plus on vous regarde finalement. Et quand vous faites entrer dans votre équipe des jeunes, il faut que ces jeunes arrivent à se faire une place. Et puis, en face de ça, on est aussi dans une TPE. Donc,
Un petit format d'entreprise ne peut pas offrir les mêmes parcours ni projection de carrière que dans des grosses boîtes. Et donc, on a phosphoré en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les jeunes qui intègrent l'entreprise aient envie d'y rester. Donc, en fait, on a mis un principe en place qui est un principe pour tous les dossiers de l'agence de pilote et de copilote. Et selon l'importance du dossier, soit on est 2, soit on est 4, soit on est 6, et chacun apporte en fait sa part de compétences pour travailler le dossier. Partant du fait que c'est pas parce qu'on est plus jeune ou plus vieux qu'on a plus de légitimité ou moins de légitimité pour travailler sur un dossier. Et nous, dans les consultants les plus jeunes, il y en a 2 qui gèrent les plus gros dossiers de l'agence. On parle souvent d'autonomie et parfois c'est vrai qu'on rencontre certaines entreprises qui confondent l'autonomie avec l'absence totale d'appui ou de cadre. Oui. Est-ce que vous avez vu des collaborateurs qui du coup se sont autorisés à tester, parce qu'on parlait du droit à l'erreur aussi, l'expérimentation. Le droit à l'erreur, c'est fondamental. D'abord parce qu'on est dans des métiers du conseil, donc il faut être très humble. En revanche, travailler à plusieurs sur un dossier, c'est se donner la possibilité d'offrir au client en fait une réflexion beaucoup plus aboutie. Vous voyez, la qualité du travail, pour moi, ça ne se résume pas... on en avait échangé. C'est intéressant parce que vous dites la qualité du travail, et c'est un vrai sujet, parce qu'on se sent bien si on a fait du bon travail, finalement, on a l'impression... C'est extrêmement valorisant, et enfin, nous, on fête beaucoup les succès sous toutes ces formes. On décroche quelque chose, on a tous un mail qui arrive, tous les gros marchés qu'on décroche, on les fête, c'est-à-dire qu'on s'arrête et on partage un moment de convivialité. Et qu'est-ce qui favorise justement ce dialogue et cette expression aussi de ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a du coup une expression sans tabou, de dire ça fonctionne pas, ou ça je suis pas très satisfait Je pense que ça doit venir des dirigeants. En France, on est très marqué en fait par le principe patriarcal dans lesquels on baignait en fait la renaissance de la vie économique dans l'après-guerre, on a été baigné là-dedans, et je pense qu'on vit une nouvelle ère depuis une dizaine d'années qui est vraiment très enthousiasmante, où l'entreprise n'est pas qu'un lieu d'expression de compétences, il est un lieu d'expression à part entière. Ça veut dire que les dirigeants, eux aussi, ont le droit de dire que là, ils doutent. Mais juste là-dessus, justement, je voulais vous demander sur ce cadre-là, qu'est-ce qui fait que dans votre parcours, ou voilà, que vous intégrez ça, que c'est important pour vous ? Alors, d'abord, il y a quelque chose qui me motive profondément dans la vie, c'est de mettre du sens dans ce que je fais. Et puis après, il y a l'expérience. Moi, je suis issue d'une formation commerciale, donc pour faire le métier que je fais, je suis une autodidacte. Une autodidacte qui n'a pas toujours eu beaucoup confiance en elle, qui parfois a encore des brèches qui s'ouvrent. Et en fait, l'association avec des hommes n'est pas forcément naturelle. Donc moi, je me suis associée avec mon mari en plus. Donc on s'est engagés l'un et l'autre à mettre en place certains garde-fous. C'est ce qui m'a fait réfléchir en fait au principe de pilote-copilote que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je me déplaçais en clientèle avec mon associé, on me prenait forcément pour sa secrétaire. Donc en fait, on ne m'adressait pas la parole au rendez-vous. J'étais là pour prendre les notes. D'accord. Et Thierry avait beau essayer, parce qu'il a contribué à me faire monter en puissance, il y avait ce regard incroyable qui était tourné vers lui et pas vers moi. Donc ça m'a profondément marquée, et à la fois ça a été un tremplin extraordinaire. Moi aujourd'hui je les remercie parce que c'est ce qui m'a fait travailler lors de l'arrivée des plus jeunes, puisque la première arrivée c'était une jeune femme, elle avait 25 ans, et je me suis dit si elle vit la même chose que moi, ça va être peu enthousiasmant. En plus vous avez mis en place une action sur le fait que chacune ou chacun pouvait développer un projet particulier ou suivre, être référent sur un sujet au-delà de sa mission périphérique. Chaque année, les uns ou les autres apportent un projet. Alors on n'en suit pas 50, en général on en suit 1 ou 2, parce que ça mobilise de l'énergie, on le fait très spontanément et on est heureux de le faire. Et puis comprendre qu'une entreprise, c'est pas qu'un boulot. Une entreprise, c'est un tout, dans un environnement... Une notion d'équipe, pour le coup, avec
Oui. Tout le monde contribue. Oui. Et voyez, on a aussi une femme de ménage qui s'est trouvée dans une situation particulièrement difficile. En fait, moi, je l'ai rencontrée dans la rue. Bon, j'en ai parlé à l'équipe en disant on pourrait peut-être lui donner 2-3 heures de ménage par semaine. Ça va pas peser dans le budget de l'agence. Et pour elle, elle va retrouver une place avec un regard social différent. Donc l'équipe m'a dit oui. Et aujourd'hui, quand vous regardez vers justement l'avenir, un partenaire d'avenir, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous vous dites en fait, finalement sur peut-être les sujets sur lesquels vous dites ce sujet-là, peut-être qu'on peut encore progresser En termes de management, je pense que une des clés de succès, pour moi, majeure, c'est quand on verra des gens de l'équipe s'emparer des mêmes techniques totalement pour reproduire ou améliorer ou contribuer au système. Alors, ils le font en partie quand ils sont chargés de projets ou autres, mais voilà, s'ils reprenaient l'entreprise, par exemple, pour moi, ça serait... alors, pour moi, j'espère que pour eux aussi, ça serait extraordinaire, quoi. Parce que ça voudrait dire qu'on leur a transmis finalement une envie et qu'ensemble, on a construit quelque chose qui peut être... repris, amélioré, refracturé pour continuer, quoi. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci à vous. Bon voilà, Assia, première entreprise de la journée, une dirigeante femme, ça fait aussi un peu de bien, je dois dire, d'entendre une femme. Et nous revoilà dans la voiture pour continuer notre road trip et avec un superbe temps. Un petit peu de pluie, on n'allait pas y échapper, entre deux rayons de soleil en Normandie. Bon, alors un petit point sur ce partenaire d'avenir avant d'aller voir une autre entreprise de service. Moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est l'importance du parcours de la dirigeante sur le vécu. Et qu'est-ce qui amène à développer une certaine vision du management. Et le deuxième point, et ça s'est ressenti dans la conclusion, c'est de dire finalement comment faire que ce management continue et soit intégré quel que soit le changement par la suite. En parlant d'équipe, on va donc à Média Formation. Média Formation, c'est un organisme de formation qui intervient notamment auprès de populations fragilisées, demandeurs d'emploi, réfugiés. L'idée étant de les accompagner à développer un parcours et développer des compétences. Donc il y a un certain niveau d'engagement, une entreprise qui s'est fortement développée depuis ces dernières années. Et là, on est au cœur du sujet de comment le dirigeant, qui a une certaine vision, arrive à incarner ça dans l'association sans forcément faire que tout nous passe par lui. Oh, ils ont changé l'aménagement là. Ou alors d'habitude je rentrais par là. Bonsoir Marjorie. Enchanté. Enchanté. Yves Vernon, bienvenue. Merci. Yves Vernon, donc je suis le directeur de Média Formation. Média Formation, c'est un organisme de formation sous statut associatif qui accompagne des publics plutôt fragilisés, donc des stagiaires de la formation professionnelle continue. C'est 3000 personnes accompagnées par an, c'est à peu près 70 salariés, 4 pôles d'activité, tout ce qui relève des compétences clés, donc de la formation, lutte contre l'illettrisme, contre l'illectronisme, tout ce qui relève de l'accompagnement des personnes primo-arrivantes. 3e pôle, tout ce qui est formation métier. Et enfin, le 4e pôle, qui est le pôle accompagnement et conseil, et tout le travail autour de l'orientation professionnelle. Yves, on regarde vos activités et l'évolution de votre entreprise. Pour vous, que représente la qualité de vie au travail et en quoi c'est ou pas important de le mettre en place ou de la développer auprès de vos équipes? On dit toujours, en fait, dans un organisme de formation, notre outil de travail, c'est l'être humain. Notre outil de production, c'est le formateur. Quand un salarié se sent bien, il est efficace et il accompagne au mieux les publics qui sont, entre guillemets, accompagnés par nos structures. En plus, par rapport aux publics qu'on accompagne, qui sont des publics qui cumulent souvent beaucoup de freins,
on a besoin à ce que les gens aient des soupapes et à un moment donné se sentent eux-mêmes écoutés. Donc voilà, donc la recherche de la qualité de vie au travail, c'est une vraie réalité économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce que nos salariés vont bien qu'on ait une structure qui va bien. L'association Médiaformation a développé depuis... on va dire depuis 5 à 10 ans, a développé d'année en année en fait, son activité, a doublé son chiffre d'affaires en 6 ans, je crois, et donc a doublé son effectif. Et on est passé d'une structure à taille réduite, monosite, à une structure aujourd'hui, on a 3 sites permanents sur Rouen, des antennes dans les quartiers politiques de la ville, des espaces aussi sur des zones rurales. Et naturellement, quand on voit grossir sa structure, dans les cadres dirigeants et dans le comité de direction, on se rajoute les tâches, puis on pense que ça tient. Puis au bout d'un moment, par peur que tout nous échappe, on va recentraliser des responsabilités. Et en fait, on a eu l'occasion, notamment grâce à l'ARACT, dans le cadre du FACT, dispositif qui nous a permis d'échanger avec des structures complètement différentes, de se rendre compte que quand on grossit, cette tendance à la centralisation et notamment à reprendre la planification, c'est quelque chose de naturel. Naturel et commun, en tout cas. Oui, beaucoup d'entreprises sont confrontées à ça. C'est ça. Et on sentait qu'il y avait à un moment donné besoin de se poser. Et on a décidé justement de lancer à un moment donné, de centrer notre attention sur cet accompagnement et d'arrêter le temps. Alors, quelques exemples. Quand on est dans un comité de direction, on se côtoie régulièrement, donc on ne voit pas des fois la nécessité de créer une forme de structuration d'un comité de direction avec des prises de décision. Ça nous a beaucoup aidé. Et ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'on a une vraie bienveillance entre nous, on se soutient, mais finalement, on se disait des fois pas les choses. On pouvait repartir avec certaines frustrations. Donc ça, l'accompagnement managérial, ça nous a permis de structurer déjà cette étape-là. L'autre point important, et ça a été pour moi pas une découverte, mais en tout cas une liberté de s'autoriser à expérimenter. La formation, c'est le secteur en France le plus réformé. C'est la piqûre miracle de la lutte contre le chômage. Donc, dès qu'il y a un nouveau gouvernement, un nouveau ministre, on fait une réforme sur la formation. Nous venons d'avoir notre dernière réforme en 2018. Les règles continuent de changer. Donc, nous, on est en perpétuel mouvement. Et donc, on est tout le temps en train d'essayer de créer des fondations sur un seul mouvant. Quand on est dans une activité mouvante, on peut avoir à prendre une décision un jour et que le lendemain, finalement, il y a un événement qui vient faire que la personne qu'on avait identifiée pour prendre telle responsabilité, finalement, on a un nouveau marché et elle va plutôt prendre telle responsabilité. Et donc, du coup, c'est aussi d'apporter ce réflexe aux gens de pouvoir, à un moment donné, prendre les décisions par eux-mêmes et d'accepter qui prennent ces décisions et qui les mettent en œuvre, quitte à ce qu'ils se plantent, mais ça c'est pas grave, on se plante tous. Le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'important. Vous avez pu en discuter. Oui, et puis finalement, souvent quand il y a un doute sur une question, y a derrière le bon sens ou tous ces éléments-là, quand c'est simple, finalement, on a à peu près tous les mêmes façons de décider. Par contre, quand c'est compliqué, il y aura des avantages et des inconvénients dans chaque décision. Et en fait, le tout, c'est de l'expliquer. Et par exemple, sur quel type de sujet les formateurs ont été amenés à prendre des décisions, du coup, par eux-mêmes, plutôt que se tourner vers vous ? On a un événement tous les ans qui s'appelle le Comité territorial de développement et de coopération. On a 50 partenaires qui viennent et où on fait témoigner des stagiaires de leur parcours, où on organise des thèmes autour de ce qu'on a fait durant l'année. Et c'est un événement qui était traditionnellement organisé dans les thématiques par les comités de direction. Je pense que si je reprends les premiers comités de direction, je devais sûrement avoir 2 heures d'intervention sur les 3 heures. Le prochain qui a lieu en avril, je pense que je suis même pas sûr que je vais y être. Voilà. Donc, et quand je vois l'ordre du jour qui est prévu, les témoignages qu'ils ont prévus et tout ça, c'est excellent. Quand on met en place une dynamique de changement, on a aussi des locaux qui ont changé, on a eu le changement aussi de nos interlocuteurs au niveau du conseil régional, on est passé de la Haute à la Normandie, avec, je vous dis, des réformes permanentes. On a mis en place aussi un animateur prévention, hygiène, sécurité, ce qui fait qu'il y a eu un mouvement permanent, et on a mis en place aussi le télétravail. Et le télétravail, ça fait aussi réfléchir sur son organisation et sur sa responsabilité et sur le fait qu'à un moment donné, quand, par exemple, mon manager n'est pas là parce qu'il télétravaille et que la question m'est posée à moi au quotidien, je ne peux plus me retourner vers mon manager. Je peux l'appeler parce qu'il est disponible, mais ça me force aussi à peut-être des fois aller plus loin que ma zone. Essayer d'aller plus loin dans la prise de décision et dans la zone... Je crois que vous avez, effectivement expérimenté le travail pendant un peu plus d'1 an, voire presque 2, et que là, vous avez l'intention d'aller vers un accord qualité de vie au travail. Oui. Là, la suite là, de tout ça, et notamment...
vu que le dialogue social est très constructif, on a la chance d'avoir un CSE proactif qui est force de proposition, mais toujours dans l'intérêt de la structure, donc l'intérêt est commun. C'est déjà une forme aussi de capitalisation, finalement, de faire aussi un accord et de valoriser ce qui a été peut-être déjà fait, et tout en identifiant des nouvelles pistes aussi, bien sûr. Mais oui, puis on sent que ça c'est le moment. Toute autre ambiance qu'à Média Formation, où finalement c'est beaucoup sur la parole, la formation justement, le dialogue, etc. On se retrouve dans une entreprise de montage de maisons en bois. Mais avant de parler de Maison Moji, est-ce que Assia, tu peux me dire, toi, ce que tu en as pensé de cette vision de Média Formation? Je pense qu'un élément à retenir de Média Formation, c'est l'importance du facteur humain. Et comment finalement, dans un contexte de fort développement, forte croissance, comment arriver à créer de la cohésion, se réinventer, impliquer les équipes et faire que celles-ci soient force de proposition et se sentent acteurs de leur entreprise. Donc, complètement différent de Média Formation, on est à Maison Moji. Là, on est dans le bois. Et ce qui est intéressant, l'entrepreneur qu'on va rencontrer, c'est qu'il a vraiment une histoire de famille. Oui, effectivement. Alors, notre dernière étape du road trip est dans une entreprise familiale fondée par l'arrière-grand-père charpentier. L'entreprise continue à se développer, avec également un enjeu d'innovation. On va peut-être aller lui parler dans un endroit un petit peu plus calme, dans les bureaux. Dans les bureaux. Bonjour, un rendez-vous avec Benjamin Moji. Merci. Bonjour, merci de nous accueillir. Benjamin Moji, je suis gérant de la société Maison Moji. Maison Moji est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1921 par mon arrière-grand-père, spécialisée dans la charpente, beaucoup agricoles. Mon grand-père a repris par la suite, a fait lui beaucoup plus de maisons que d'agricoles. Et mon père après a repris, et c'est mon père qui a rajouté tous les autres corps d'État et en allant vraiment que vers la maison. Ma mère a aidé mon père pendant toute leur durée de carrière. J'ai repris il y a 5 ans, j'ai racheté les parts de mon père il y a 5 ans et je suis resté pendant 5 ans avec ma mère. C'est moi qui ai voulu rester avec ma mère pour le temps qu'elle puisse m'apprendre tout son savoir de gestion. Et elle est partie à la retraite le 1er avril de l'année dernière. Et avec du coup ce nouveau regard, enfin je dirais de nouvelle génération sur l'entreprise, quelle vision avez-vous de la qualité de vie au travail? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment ça s'incarne au quotidien auprès des équipes? Je suis héritier au fait de la culture entreprise que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient inculqué, qui est l'ADN de l'entreprise. C'est savoir être proche de mes collaborateurs, ne rien leur imposer. Un truc tout con, mais le tutoiement. Je tutoie tout le monde et tout le monde me tutoie. Ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement parce que pour moi, le bâtiment, c'est une grande famille. Et on peut se tutoyer du coup pour Avec la suite de plaisir. l'entretien. Avec plaisir. Très bien, donc est-ce que dans la façon de manager l'entreprise, on voit que le lien avec les collaborateurs et les salariés est important. Est-ce que le fait d'être la 4e génération a amené un regard différent sur le management? Il a forcément évolué parce que génération différente, donc du coup, façon de voir les choses différentes. Mon père était plutôt directif, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, l'entreprise était un peu paternaliste, on va dire. Moi, je suis pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que moi, je discute. Je n'impose rien parce que la meilleure façon de faire en sorte qu'un projet ne puisse pas aboutir, c'est de l'obliger. Donc du coup, au lieu de perdre de l'argent et du temps, autant faire ça ensemble, avancer tous ensemble vers la même direction. Et ça, tu l'as expérimenté, testé sur des projets très concrets, justement, se rendre compte qu'en impliquant vraiment dans la décision, ça a changé les choses vraiment dans l'adhésion. J'ai un projet d'investissement assez lourd pour pouvoir automatiser toute la fabrication de mes murs. Au début, j'avoue, c'était un petit peu compliqué, quoi. Donc j'ai tâtonné, j'ai essayé d'expliquer, j'ai montré des vidéos de la machine que je veux acheter, et au fur et à mesure, petit à petit, à force d'argumenter, de parler, là ça prend, là. Les gars commencent à accepter la chose, à adhérer au projet.
et même me poussent. Alors maintenant, c'est eux qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai eu telle idée parce que je pense que dans la chaîne de montage, il faudrait un post ici supplémentaire pour pouvoir... Et donc du coup, après, ça permet de commencer une conversation entre nous et après d'arriver à ce qui sera aussi bien pour moi, donc d'un point de vue performance d'entreprise, donc d'un point de vue rentabilité, et eux, d'aisance au travail, de confort de travail et de bien-être de travail. Ce bien-être, cet engagement, il est vraiment important en lien avec la clientèle aussi. Alors déjà, moi, j'empêche jamais mes salariés de discuter avec mes clients. Et puis ça servira à rien aussi de les frustrer en se disant mince, je connais beaucoup de choses, j'ai envie d'expliquer un peu pourquoi j'ai fait ça dans cette maison-là. Ce serait pas la meilleure chose pour tout le monde. Et du coup, eux-mêmes peuvent être force de proposition sur des innovations, des choses à développer dans l'entreprise. Complètement. Alors bon, des fois, ils ont des idées qui sont pas bonnes du tout. Dans leur façon de voir les choses, elle est bonne. Mais quand après on reprend d'un côté purement rentabilité, on se rend compte qu'au fait non, ça fait perdre du temps, donc c'est pas forcément les bonnes choses. Par contre, heureusement, souvent ils viennent me voir quand même avec des idées en me disant ce serait bien qu'on puisse appliquer ça. Donc là on en discute. Généralement je leur dis bon, on en reparle dans une semaine, on cogite chacun de notre côté. Ça peut être quoi comme idée par exemple ? Une idée sur un outil. Un outil, ils ont vu un outil chez un pote à eux, au sein d'une entreprise qui serait intéressant d'utiliser chez nous. Ça, c'est souvent arrivé. Du coup, on voit qu'il y a la question de la relation de confiance et chacun son rôle, chacun sa place. C'est vraiment important qu'ils puissent être acteurs finalement. Disons qu'au fait, pour moi, un chef d'entreprise se doit d'avoir confiance parce que s'il n'a pas confiance, au fait, il fait tout et s'il fait tout, il s'use et s'il s'use, il est plus performant. Enfin, on rentre toujours dans le même schéma d'être obligé d'être le meilleur tout le temps dans son domaine, et pour pouvoir être meilleur tout le temps dans son domaine, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, il faut être bien dans son esprit, il faut être le mieux possible et vérifier le travail que tout le monde fait. Je l'ai vécu quand j'étais salarié dans une entreprise sur Paris. Franchement, votre travail était vérifié systématiquement. Et je suis parti au bout de 2 mois. Oui. Ça a marqué ça, votre vision du management? Ah ouais, complètement. Ouais. Quand j'étais plus jeune, mes parents, c'était les plus nuls. Il y avait beaucoup mieux ailleurs, donc du coup je suis parti voir ailleurs. Je me suis rendu compte que mes parents, tout compte fait, étaient très bien. C'est facile de critiquer quand on connaît qu'une seule chose, mais quand on se rend compte après que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ça remet un petit peu les pieds sur terre et ça fait du bien. Dans une entreprise qui est en mouvement, qui se réinvente, quel regard vous portez sur les compétences des collaborateurs Comment vous détectez, identifiez les évolutions possibles et les développements possibles? On voit chez les gens les qualités, au fait. On peut avoir des personnes qui sont à un poste dans lequel ils ne sont pas forcément épanouis ou qui ne sont pas forcément taillés pour eux. Quand on vient me voir, on me dit ça je le fais pas, comment tu fais, pourquoi? Ou quand on me dit ça c'est une partie que j'aimerais bien faire, si j'ai vu que dans mon travail j'ai un petit peu de temps en temps, je peux peut-être soulager quelqu'un en faisant ce travail-là. Là, on se dit, il y a matière, quoi. Il y a matière à... Une appétence, peut-être, vous arrivez à détecter chez des personnes? Oui, complètement, oui, une appétence qu'on peut détecter chez des personnes. Ici, on a 2 exemples. Donc, Kevin, en fait, était rentré en entreprise pour avoir, justement, le poste d'Edouard, donc un poste de maîtreur, de viseur, dessinateur. Il n'était pas à l'aise dedans, dans son rôle, il n'était pas du tout à l'aise même. Et par contre, il faisait des devis à côté. Et les devis, je voyais qu'il les faisait bien, que ça y allait. Donc du coup, je lui ai proposé d'abandonner le poste qu'il avait pour basculer sur un poste de chargé d'affaires. Je lui ai dit, je te laisse 1 mois de réflexion. Et au bout d'1 mois, il me dit, ouais, j'ai envie. Et comme mon commercial faisait tout, donc maison, agrandissement, rénovation, j'ai proposé à Kevin du coup de prendre en charge le côté rénovation, agrandissement. Grâce à Kevin, l'année dernière, 50% du chiffre d'affaires a été agrandissement, rénovation, donc il a très bien marché. Étienne, mon commercial maison, a augmenté lui aussi son chiffre d'affaires, et ce qui fait qu'on est passé de 3 millions à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des fois, on peut voir dans certaines entreprises un fossé qui se creuse un petit peu, surtout en phase développement, entre les bureaux et la partie atelier, et donc là, il y a cette attention, en tout cas cette proximité, ces ponts, ce dialogue entre les deux. Le côté chantier, au fait, voyait un petit peu le bureau comme des improductifs. Parce que nous, au bureau, nous sommes des improductifs, et eux, sur chantier, sont des productifs. Eux prenaient le mot improductif au sens propre du terme. Donc c'est-à-dire, mais au fait, vous, au bureau, vous faites rien, quoi. Un jour, j'en ai quand même eu un peu marre, donc du coup, lors d'une réunion bilan, je leur ai quand même dit, écoutez, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Et donc du coup, j'ai pris le temps de bien leur expliquer ce que l'on fait au bureau, pourquoi est-ce que ça roule bien sur le chantier, parce que nous, on travaille en amont.
Il y en a un ou deux qui m'ont dit nous, on aimerait bien venir au bureau. Pour Mais voir, Non, parce qu'ils pensaient que le travail était plus cool. Donc du coup, aux deux, je leur ai dit, écoutez, venez voir. Bon, ils ont demandé de retourner sur le chantier. Donc ça prouve bien que... Chacun son côté. Alors, mais c'est toute une équipe en fait. Alors ça m'a permis quand même d'arrêter cette vision de chantier envers le bureau et le fait que les chefs d'équipe viennent le soir au bureau, viennent discuter. On est une entreprise, une équipe. Merci Benjamin pour ce temps, ce partage sincère et entier. De rien. Par contre, si jamais tu veux, on peut aller voir Kevin et puis Suzy. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Donc Suzy, qui à l'origine était à l'accueil, qu'elle se partageait avec ma comptable, et maintenant en fait ma mère est partie à la retraite il y a 1 an, au mois d'avril, et Suzy en fait a repris une partie des tâches de ma mère. Donc du coup, elle n'est plus du tout l'accueil, et maintenant de ce côté-ci du bureau. C'est ça, les commandes, les avenants, enfin tout ce qui est sur les chantiers. Et ça, c'est important de pouvoir varier. Je ne sais pas ce que je fais chaque jour. J'ai les urgences, j'ai les commandes à passer, les avenants par rapport aux clients qui ont fait de nouveaux choix, qui ont élargi leur marché. C'est très important et très enrichissant de pouvoir répondre aux clients et puis pouvoir être là pour mes collègues et leur lancer leurs commandes et leurs avenants. Donc Kevin qui est reparti dans son bureau. Le fait, du coup, en entrant dans l'entreprise, d'avoir une première expérience sur un poste, de se dire finalement, de part et d'autre, c'est pas forcément ce qui correspondait le plus, et d'en discuter, d'évoluer sur un autre poste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ou... Ouais, bien sûr, c'est vrai que j'étais pas forcément dédié à être commercial déjà initialement, puisque j'ai plus une formation en technique, ébénisterie jusqu'à la construction ossature bois. Donc le fait de passer sur un poste de commercial a un petit peu changé ma façon de voir les choses dans le bâtiment. Et du coup, est-ce que ça signifie que, une partie de votre personnalité est un peu révélée par le regard aussi qu'a pu avoir à un moment donné votre patron sur votre potentiel, que vous n'aviez peut-être pas vous imaginé? Ça change un petit peu la personnalité au niveau du dialogue. Le dialogue est différent, on essaie d'avoir un discours différent en tant que commercial, mais ils sont très bien maintenant que j'y suis. Nous voilà pour une dernière fois dans notre petite voiture qui nous a bien conduits pendant ces épisodes de road trip de podcast. On sort de la maison Moji. Une petite conclusion sur la maison Moji ? Ça illustre un cas de reprise d'entreprise, mais quand c'est une entreprise familiale, comment on s'autorise à piloter autrement l'entreprise sans forcément remettre en question tout ce qui a été construit par le passé. Direction la gare maintenant, la gare d'Évreux, où je vais prendre mon petit train pour rentrer dans mes contrées parisiennes. Que retenir de cet épisode ? Je vais laisser Assia conduire d'abord et on en parle à la gare. Bon, ça y est, c'est la dernière, là. On va se dire au revoir, Assia. Et oui, après 2 journées très très intenses, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Et je pense que c'est l'esprit du podcast, c'est de permettre de mettre un petit peu cette tripe sur la table et de dire voilà ce qui est facile, ce qui est difficile, ses doutes. J'avais indiqué, on n'est pas là pour aller voir les premiers de la classe et dire voilà comment tout le monde doit fonctionner, mais vraiment dans un esprit de partage, de sincérité. Et quelque part, ça apporte des idées, des éclairages. J'ai découvert des univers que je ne soupçonnais même pas, des rencontres vraiment humaines aussi. Et dans le même temps, ça soulève aussi plein d'autres questions. Ça donne envie d'aller plus loin. Salut Assia, à bientôt. Bon retour à toi Marjorie. Voie A, prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Ce podcast est une création du plan régional santé-travail de Normandie. Il a été conçu avec la participation de la Directe Normandie, l'ARACT Normandie, la CPME, la CFDT et le CEMAIC, et coproduit avec Double Monde. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur les sites internet et les réseaux sociaux de l'ensemble des partenaires participant au PRST Normandie.